Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant la fin de notre épopée. On est rendu vraiment dans les derniers pas avec ce webinaire. Et avant de commencer vraiment dans la matière, puis des discussions, je vais quand même faire certains rappels au niveau des exigences pour obtenir, excusez-moi, la qualification du éducation spécialisée partie 2. Fait que je vais commencer par un petit peu un point comme un côté administratif. Après ça, on va couvrir ensemble, dans certaines discussions, un petit peu de matière, puis vous allez terminer avec l'activité de synthèse que je vais vous expliquer de long en large. Vous allez voir, ce ne sera pas trop compliqué. Alors, au niveau de l'obtention de la qualification, il y a certains éléments qu'on avait vus, en fait, que je répète parce qu'on les avait déjà vus au webinaire 1 quand on s'est rencontrés en juin dernier. Donc, une des choses, c'est d'avoir complété le journal de bord pour les tâches asynchrones du cours. Donc, vous devez vous assurer que toutes les tâches, module 5 inclus, sont complétées. Puis de toute façon, vous le savez, quand je vais corriger votre tâche du module 5, comme je vous l'avais dit lundi, comme je vous l'avais dit lundi, bien, je vérifie toujours parce qu'il y a un critère d'évaluation qui est en lien avec les tâches. Ensuite, vous devez avoir soumis et réussi toutes les tâches d'évaluation sommative. Donc, vous aviez au total 3 tâches d'évaluation sommative individuelles à soumettre, une pour le module 3, une pour le module 4 et une pour le module 5. Et module 5, c'est quoi la tâche d'évaluation 5.7? C'est quoi votre date limite? Le Attendez, 25. le Le 25, 25. donc samedi, absolument. Et là, j'essaie vraiment la lecture labiale, puis le matin, ça ne rentrait pas pantoute à matin. Donc oui, le 25. Alors, d'ici au 25, vous devez vous assurer, si ce n'est pas déjà fait, que le journal de bord module 5 a été soumis et que votre tâche d'évaluation module 5 a été également soumise. Je vous demanderai, s'il vous plaît, dans le meilleur des mondes, de respecter le plus possible cette dernière date parce que vous allez voir que ça fait un effet domino sur toutes les autres portions administratives pour obtenir rapidement la qualification. OK? Encore une fois, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez un courriel, s'il vous plaît, et on va s'entendre sur une échéance spécifique. Est-ce que ça va pour les 2 premiers points? Et donc, la 4e tâche d'évaluation, vous la vivez aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Donc, si vous avez tout soumis, module 4, module 5 et tout le tralala, que c'est corrigé et qu'il vous reste juste la tâche aujourd'hui, bien là, vous pouvez dire qu'à la fin du cours, vous êtes vraiment en vacances et vous avez terminé. Parce qu'il y en a qui se sont rendus jusque-là, j'ai corrigé des tâches du module 5. Et si vous n'êtes pas là, no stress. Vous avez encore du temps, vous avez jusqu'au 25. Ensuite, avoir participé aux 8 webinaires, je fais le message rapidement parce que j'ai vérifié encore ce matin et toutes les personnes qui avaient peut-être manqué un webinaire m'ont soumis le compte-rendu, fait qu'on est tout à jour à ce niveau-là. Mais oui, si par exemple vous vous étiez absenté au webinaire 8 aujourd'hui, bien là, il y avait aussi toute la procédure à respecter au niveau de la politique d'assiduité. Au niveau de la correction des tâches, là, vous voyez, je corrige assez vite. Mais n'oubliez pas que j'adore votre non-verbal ce matin. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas que j'ai toujours, comme on a toujours discuté d'un 5 à 7 jours ouvrable au niveau de la correction. Donc, techniquement, pour la tâche du module 5, j'ai un 5 à 7 jours ouvrable pour la corriger à partir du 25, donc dans la semaine suivante. OK? Et là, c'est là que je voulais vous expliquer un petit peu l'effet domino des procédures. Donc, moi, en tant que personne formatrice, j'ai plusieurs responsabilités, mais en fin de semestre, j'en ai 2 grandes. La première, corriger vos tâches, m'assurer que tout est conforme au niveau du journal de bord, tout est conforme au niveau des premiers 3 points. Et à la suite de ceci, j'ai aussi une tâche administrative d'aller dans un document ou dans un suivi indiquer si le participant, la participante ont la mention réussie, donc peuvent obtenir la qualification. Fait que là, vous voyez le délai, fait que déjà là, comptez 5 à 7 jours ouvrables. À la suite de ceci,
il y a un certificat qui va être émis quand vous avez la mention réussie. Ce n'est pas moi qui émets le certificat. Je répète, ce n'est pas moi qui émets le certificat. Ne m'écrivez pas, ce n'est pas votre certificat, ce n'est pas moi. OK? Vous pouvez me mettre en CC du courriel, mais je n'ai aucun contrôle sur ça. Je veux vraiment que ce soit clair. C'est vraiment l'équipe administrative qui s'en charge. Et là, il ne faut pas oublier qu'on est durant l'été. Il peut y avoir des vacances, il peut y avoir des congés. Donc, ça se peut que la tâche administrative par l'équipe administrative ne soit pas faite d'ici la semaine prochaine. OK? Ensuite de ça, quand vous allez recevoir ce certificat de réussite-là, je m'en allais l'expliquer, Shona. Donc, l'intention du certificat de réussite, c'est que, un, vous avez comme une preuve que vous avez suivi le cours et que c'est réussi avant même d'avoir l'ajout de la qualification sur votre carte de l'ordre. Parce que dans certains cas, il se pourrait que vous ayez reçu une subvention ou que vous attendez un remboursement de votre conseil scolaire et c'est une preuve que vous pouvez soumettre le certificat de réussite. Donc, il y a un but, Shona. OK? Et ben, là, c'est sûr, Anne, ça c'est évident, mais là, moi, je suis même pas dans le partie 3. J'essaie de finir la partie 2 groupe. J'essaie juste de finir là, avec vous. Là. Partie 3, je m'en occupe pas non plus. Désolée, ceux qui pensaient que c'est moi qui donnais le cours spécialiste, je vous annonce, ce n'est pas moi. Vous allez être entre de bonnes mains si vous êtes inscrit, mais comme avec partie 1 et partie 2, je vous dirais que mon assiette est très pleine. Un, parce que je fais quand même comme 3 fois par année, c'est 6 cours par année. Et l'autre chose, c'est que ça fait du bien aussi des fois d'entendre juste quelqu'un d'autre qu'Annie parler puis donner son point de vue. Fait que c'est correct d'avoir d'autres personnes formatrices qui vous donnent d'autres perspectives et d'autres champs d'expertise. Et dans le cours spécialiste, c'est un cours qui est vraiment basé sur le leadership. Et la personne formatrice, c'est une direction d'école, direction de service aux élèves. Donc, elle a beaucoup d'expérience en leadership dans ce contexte-là. Alors, puis on a collaboré dans la conception des 3 cours. Là. Fait que j'ai quand même mis une petite graine, j'ai quand même semé ma petite graine dans le cours spécialiste, bien que ce n'est pas moi qui le donne au niveau. Là. Fait que ne vous inquiétez pas, si vous continuez, vous poursuivez avec le Centre Franco, vous allez être en d'excellentes mains, je vous l'assure. Donc, mais oui, c'est sûr que ta logique est bonne, Anne, c'est sûr. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails du partie 3 aujourd'hui. Donc, le certificat, comme je, Merci, Janelle, c'est très, très drôle. Donc, le certificat de réussite, euh, il est émis par l'équipe administrative et c'est à vous d'aller le récupérer une fois qu'il est émis. Donc, lorsqu'il est émis, vous allez recevoir une notification sur le EAV et vous allez pouvoir imprimer votre certificat ou le télécharger si vous avez besoin d'une preuve. Je vous ai mis dans la diapositive 2 le lien direct. C'est un tutoriel qui vous montre comment récupérer votre certificat si c'est la première fois que vous le faites. OK? Et l'information que j'ai mise ici, elle se trouve également sur la plateforme de cours et c'est la raison pour laquelle j'ai emprunté l'identité d'Alexis. Merci encore de me faire confiance. Donc, je vais au contenu. Et si je vais dans la portion logistique, vous allez voir à la fin certificat de réussite ici. Et si vous cliquez, c'est exactement le même message. Et là, vous avez exactement le tutoriel. N'oubliez pas, il faut faire un clic droit pour être capable de l'ouvrir. Est-ce que ça va pour où on retrouve l'information sur la plateforme au besoin, mais je vous ai remis exactement la même information dans la présentation. Je te redonne ton identité, Alexis. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'obtention de la qualification? Donc, encore une fois, ce n'est pas moi non plus qui me charge de l'ajout de votre qualification sur la carte de l'ordre.
Ça, c'est vraiment aussi le côté administratif, donc l'équipe administrative du Centre Franco qui s'en occupe. Fait que si vous voyez qu'au bout d'un mois, je vous dirais, donnez-vous un délai d'un mois, là, parce qu'avec les congés, ça se peut aussi que l'ordre soit en congé, comme tout est possible l'été, hein? Ça, c'est une chose. Donc, donnez-vous peut-être un délai d'un mois. Puis si au bout d'un mois, vous avez vraiment, ça vous inquiète, vous avez comme le certificat n'a pas été émis, vous voyez que ça avance pas, bien là, je vous encourage à écrire à Colette Sorel puis aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est bon? Si vous utilisez le cours partie 2, par exemple, pour les grilles salariales avec quoi? Là, c'est Queco? Bien, ça, par exemple, ça ne se fait pas automatiquement, cet ajout-là. Et si vous avez besoin d'une documentation spécifique pour vous permettre d'envoyer l'information à Queco, là, il faut contacter aussi l'équipe administrative là, à ce niveau-là. OK? Mais sinon, au niveau de l'ordre, vous n'avez rien à faire. C'est vraiment l'équipe administrative qui va faire le pont avec l'ordre pour ajouter votre qualification. Questions, inquiétudes? La vie est belle? OK, la vie est belle. On y va comme ça. Donc, on va poursuivre maintenant on va conclure notre module 5. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement les mêmes résultats d'apprentissage que je vous ai présentés lundi. Je les mets toujours, je ne repasserai pas au travers, mais on va maintenant se pencher plus sur la portion anomalie d'ordre physique, parce qu'on a fait l'anomalie d'ordre intellectuel lors de notre dernier webinaire. Donc, là, dans l'ordre physique, on a deux sous-catégories, soit la cécité basse vision et l'handicap physique. Donc, pour élaborer des forces et des besoins, quand on réfléchit à un contexte d'élève qui a un handicap, qui est identifié sous le handicap physique ou anomalie d'ordre physique, excusez-moi, c'est plutôt anomalie d'ordre physique que je voulais dire, mais on a encore des domaines d'habileté à considérer pour l'élaboration des forces et besoins. Puis comme vous voyez, encore une fois, l'autonomie, pour moi, est au cœur vraiment des domaines à considérer. Parce que quand on y pense, ça c'est drôle parce que j'ai conclu le cours partie 1 hier et un des éléments que les participants m'ont dit, c'est Annie, tu as parlé d'autonomie dès le webinaire 1, puis on conclut avec le webinaire 8, puis tu parles encore d'autonomie, puis de développement de plein potentiel, puis de comprendre les profils. Mais c'est ça, en fait. Parce qu'un élève dans la norme, on est redevable au niveau qui développe son plein potentiel et qui devienne autonome et qu'il soit un citoyen, comme qu'il puisse devenir un citoyen qui fait partie intégrante de sa société. Mais c'est la même chose aussi avec nos élèves en éducation spécialisée. La différence, c'est que le degré d'autonomie puis les habiletés qu'on va développer va varier selon le profil. On a beaucoup parlé, quand on a parlé d'handicap intellectuel, on a parlé beaucoup d'autonomie fonctionnelle. Même au niveau de l'autisme, selon la sévérité, on a parlé d'autonomie fonctionnelle, mais ça reste l'autonomie. C'est d'être, encore une fois, d'être un participant actif dans sa vie quotidienne, puis avec ce pont-là vers la société également, à petite ou grande échelle, selon le profil. Donc, quand on est avec des élèves avec un handicap identifié sur l'ordre sous ordre physique, bien, l'autonomie est encore très présente, mais l'autonomie va être reliée, au niveau de la mobilité et de l'accessibilité, mais beaucoup aussi, puis c'est pour ça que j'ai rajouté la communication des besoins. Parce que sont dans une situation où on est redevable au niveau d'adapter l'environnement pour qu'il soit le plus accessible possible. On pourrait avoir une bonne intention en salle de classe, puis de dire, ah oui, regarde, il y a du matériel de manipulation là. Là, on pointe là. Et là, votre élève est en chaise roulante. Et là, les pipettes sont genre même pas un pied un à côté de l'autre. Est-ce qu'on est en train de rendre l'environnement accessible? Non. Fait que d'un côté, on est comme, oh zut, mon intention était bonne, mais peut-être que je n'ai pas eu la bonne intervention. Mais deux,
il faut aussi outiller l'élève à dire, hey, j'ai un besoin présentement, puis je ne suis pas en mesure d'aller le chercher. Et que ce ne soit pas comme une source de stress, un manque d'estime qui vient toucher vraiment l'estime de soi, qui vient toucher son bien-être. Donc, il faut les outiller pour qu'ils soient en mesure d'aller revendiquer ce qu'ils ont besoin. Petit fait très rapidement, là, dans mon parcours universitaire, quand j'étais universitaire au Québec, j'avais un travail d'été où est-ce que je faisais partie de l'équipe d'animation reliée à une école internationale. Fait qu'il y avait plein d'étudiants universitaires du Canada et de d'autres pays qui venaient passer un été à Trois-Rivières, à l'université, pour être capable d'obtenir un crédit dans l'acquisition de la langue française. Et à cette époque-là, j'avais, tu sais, comme aucune. Moi, j'étais étudiante en éducation, on s'entend, là, mais la fin de semaine, il y avait des visites touristiques dans différentes régions, dont une dans la ville de Québec. Et on est la journée de la fête du Canada. Et moi, habituellement, je ne travaille pas, comme la fin de semaine. Et là, mon superviseur vient me voir et dit, Annie, j'aurais besoin de toi pour que tu accompagnes une étudiante avec des besoins des besoins de perception visuelle. Donc, l'étudiante était pratiquement, elle avait vraiment là, des besoins en cécité parce qu'elle a une canne blanche puis elle refuse de l'utiliser. J'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. Et là, la visite qu'elle avait choisie, là, c'était un des sites historiques dans le Vieux-Québec. C'était le manège militaire. OK? Fait que là, je suis supposée lui parler toujours en français. J'étais pour dire yeah, right. Parce que là, il fallait qu'on se comprenne, parce que son niveau d'acquisition n'était pas nécessairement très élevé en français. Deux, tu as tout le fait que tu as toutes c'est plein de monde. Puis là, dans le Vieux-Québec, si vous êtes déjà allé, si là, on est vraiment dans les trottoirs et les rues de Nouvelle-France, très, très, très peu, très houleuses, là. Il n'y a rien de droit. Et là, tu as des escaliers petits de même, comme ça, au manège militaire, puis moi, il faut que je l'accompagne dans ça. L'accompagner au restaurant. J'ai aucune expérience, là. Je me suis lancée, là. Tu sais, mon patron, oui, ça va être facile, Annie, tu vas voir, tu vas pouvoir en profiter. J'étais arrivée là, le soir, j'étais comme, elle a eu une excellente journée, là. Moi, j'étais brûlée, là. Brûlée, 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 et pas du tout outillée pour faire face à la situation. Aucunement outillée. Fait que réfléchissez à ceci. Pensez à Annie, là, parce qu'effectivement, ben, on veut s'assurer qu'on soit bien accompagné. Puis dans un cas où vous ne sentez pas outillé en tant que pédagogue, bien, on a des équipes qui peuvent aider à ce niveau-là, puis je vais revenir sur ça, là. Notamment pour des élèves avec cécité basse vision, pardonnez-moi, on a tous les consultants experts en cécité basse vision du consortium du Centre Jules Léger. Ça, c'est votre point numéro 1, absolument. OK? Et pour des handicaps physiques, les élèves sont souvent suivis par des spécialistes, ergothérapie, physiothérapie ou autres. Et à ce moment-là, puis j'ai une élève qu'on est en train de faire la transition, bien, à la fin de l'année scolaire, qu'on a fait la transition parce qu'elle change d'école. Et l'élève, c'est super cool, là, comme elle a du matériel, l'équipement spécialisé que moi, je n'ai jamais vu. Fait que j'étais confiante comme, ah yes, c'est le fun, je vais pouvoir voir ça. Parce que l'élève elle a une cécité basse vision et en plus un handicap physique. OK? Et au niveau de la mobilité, elle peut être en chaise roulante, mais elle a également une espèce d'équipement qui soutient son bassin, comme ça fait comme un équipement électronique là, qui soutient son bassin, qui soutient ses jambes et qui l'amène à avoir une position debout et à se déplacer. Et ça, il faut qu'elle l'utilise à tous les jours. Et donc, à l'école, ils ont l'équipement, mais nécessairement, comme tu ne te lances pas dans le pitonnage puis d'aller programmer ça par toi-même sans savoir c'est quoi, là. On s'entend, là, comme le passé encore une fois, Annie, elle n'ira pas pitonner là, là. OK? Donc, mais tout le monde, la famille a des ponts, les spécialistes viennent, les personnes en charge de l'équipement viennent, comme tout le monde outille tout le monde à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que ces services-là, de savoir comme
C'est pour ça que la communication des besoins est hyper importante, mais aussi, comme je le mets pour l'élève, mais pensez à vous aussi dans ça parce que vous voulez être le mieux outillé pour faire face aux situations. Donc, c'était long un peu, mais c'est juste pour faire le pont au niveau de l'autonomie et pourquoi il faut communiquer les besoins. Ensuite de ça, même chose au niveau des autres sphères, parce qu'on a tout l'apprentissage académique, on a tout ce qui est attrait aussi avec nos HH, HHT, comme pour tous nos autres élèves. On a aussi tout ce qui a trait au bien-être, la bienveillance et le développement socio-affectif à considérer. Parce que on a des élèves qui sont très conscients qu'ils sont différents, puis ils vont probablement vouloir fondre dans la masse. Et dans certains cas, ça ne sera pas fait. Ils ne pourront pas fondre dans la masse. OK? Alors, c'est pour ça qu'il faut aussi considérer leur niveau de confort, mais nous assurer aussi que l'environnement est bienveillant pour leur permettre de pouvoir communiquer leurs besoins sans jugement. Et tout ce qui a trait à l'utilisation de la technologie et de l'équipement spécialisé recommandé, c'est pas là pour rien, là. OK? Et on pense aussi à tout ce qui a trait à la mobilité et l'accessibilité. Et c'est pour ça que je fais le pont avec la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, parce que chaque conseil scolaire est régi par cette loi pour avoir une politique d'accessibilité, pour rendre l'apprentissage vraiment et l'environnement sécuritaire et bienveillant pour tous les profils d'élèves. OK? Et cette politique doit être, c'est une politique qui est publique, elle doit être absolument affichée sur le site Web. Donc, on est vraiment redevable par rapport à ceci. Est-ce que ça va au niveau des domaines d'habileté? Donc, ici, voici des exemples de formulation. Encore une fois, c'est des exemples de formulation. Dans ce cas-ci, pour un élève identifié sous CCT basse vision, donc nécessairement, de par la sous-catégorie, on va avoir un besoin qui va être lié à la perception visuelle, parce que c'est la raison pour laquelle l'élève a un PEI. OK? Et dans certains cas, ça va dépendre. Tu sais, on a des élèves qui sont hyper performants au niveau académique et on pourrait voir aucun effet sur l'apprentissage. Et dans d'autres cas, il pourrait y avoir un effet. Et ce profil-là est basé sur un profil d'élève qui a gradué maintenant, mais que je connais très bien. Puis c'est juste pour vous donner une. Les élèves sont tous adultes maintenant, la famille est toute adulte maintenant. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans cette famille-là, plusieurs des enfants, parce que c'était génétique, plusieurs des enfants étaient atteints de la même maladie dégénérative au niveau des yeux. Donc, moi, j'ai eu au moins, j'en ai 2 sur 3 avec lesquels j'ai travaillé. Et le premier, euh, ça va un petit peu dans le même sens, mais le premier, qui était un des plus vieux, refus total d'utiliser l'équipement. Refus, tu sais, là, comme toujours en opposition. Parce que là, il faut penser que, tu sais, c'est pas évident non plus, là, tu sais, les cahiers agrandis, puis à l'époque, on utilisait Chenelière, là, mais tu sais, ton manuel agrandi, il fait du 11 par 17, puis il rentre même pas dans ton sac à dos. Fait que, tu sais, il l'ouvrait sa table, son pupitre, ça prenait le pupitre. Puis après ça, tu sais, il veut fondre dans la masse, puis fait que refus total. Et s'est rendu compte que non, il a refusé d'utiliser l'équipement spécialisé, il refusait tout. OK? Et il l'a appris à la dure. Parce que rendu, ça c'est plus à l'intermédiaire, mais rendu au secondaire, il a échoué ses cours. Alors, lui, avec l'expérience, il a dit à son petit frère, qui est le profil un peu que je vous présente maintenant, Hey, écoute ton grand frère, ne fais pas comme moi. OK? Si tu as de l'équipement, utilise-le, là. Puis tu vas voir, tu es mieux de collaborer que de t'opposer parce que tu vas voir qu'à la fin, ça va juste prolonger ton parcours, puis on ne veut pas ça. C'est ce qui fait qu'au niveau des forces, c'est un élève qui intégrait absolument toute la technologie qu'il y avait, l'équipement spécialisé, tout y était. Oui, madame, oui, monsieur. Il le demandait également. Si jamais l'enseignant l'oubliait, il le demandait. OK? Fait que ça, c'était vraiment bien à ce niveau-là. C'est un profil d'élève pour qui la numératie, ça allait super bien. Tu sais, respecte bien les règles de vie, les consignes, les routines, le code de vie de l'école une relation très positive, autant avec les adultes que les pères. C'était vraiment pas un problème. Il s'exprimait très bien. L'expression orale était une force.
Au niveau des besoins, on voyait que la littératie, c'était un peu plus difficile, mais il était en adaptation. Il a tout réussi ses cours, il a obtenu son diplôme d'études secondaires, mais il fallait quand même l'outiller au niveau de la littératie et c'était aussi dû à sa condition également, là, parce qu'on s'entend que la fatigue d'avoir à relire, fait qu'on écoutait, on s'assurait aussi qu'il y ait toutes les copies audio de ses lectures, puis le traitement de l'information, des fois, n'était pas super facile. Et un autre besoin qu'il y avait au niveau des HH, HHT, c'est le centre de l'organisation. Et ces classeurs, on en a donné des classeurs modèles, là, puis on s'est assuré que ce soit vraiment codé avec des éléments qu'ils pouvaient reconnaître et bien percevoir également. Ça va au niveau des forces et besoins? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont travaillé avec un élève avec perception, avec une cécité basse vision? Ça se peut que oui, puis ça se peut que non. Ça dépend des cohortes. Marie-Claude? Oui, ça m'est arrivé dans cette année, puis ben, il y a quelques années aussi. Donc, comme vous dites, on devait toujours agrandir, mais aussi j'avais un élève que elle, c'était vraiment plus tout que ce soit à l'ordinateur. Fait que mettons le Oui, papier maintenant, on laisse faire ça, puis c'était vraiment, elle pouvait justement l'agrandir comme elle pouvait, fait que oui, vive la nouvelle technologie là, pour ça. exact, tu as raison. Ouais. Euh, L'autre chose, puis Isabelle Dubreuil qui m'écrit, oui, ma première année en salle de classe, fait que là, tu t'es un petit peu lancée comme Annie dans le Vieux-Québec, un peu à tâtons, puis j'espère que tu as reçu l'appui nécessaire en cours de route et pas comme Annie qui a bûché cette journée-là et qui s'en rappelle encore 15 ans plus tard. Bon, alors, ben, écoute, c'est quoi l'expression? Ce qui tue pas rend plus fort, fait que je me considère vraiment plus forte avec l'expérience. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que des fois, tu sais, par exemple, dans la recommandation d'équipement, ils vont avoir un plan incliné. Pourquoi le plan incliné? C'est parce que souvent, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est à se rapprocher le plus possible leur visage de la feuille pour voir. Et là, ça cause des douleurs au niveau des épaules, du cou, du dos, de la posture. Puis ça, à long terme, ça peut être vraiment très difficile. Fait que c'est pour ça que le plan incliné, il est important. Mais il y a souvent des élèves qui ne veulent pas l'utiliser parce que c'est trop visible comme équipement. OK? Et c'est à l'hiver ou à l'automne cette année, j'ai eu la chance d'avoir une des consultantes expertes en CST basse vision dans mes cours. Et un des trucs qu'elle disait, c'était, écoutez, un bon classeur ou un bon cartable 2 pouces, là, ou tu sais, comme assez épais, ça fait exactement la même chose qu'un plan incliné. Et là, si vous en avez plusieurs dans votre salle de classe, bien, la stratégie ou l'adaptation particulière à l'élève, vous l'ouvrez pour qu'elle soit universelle. Et les autres élèves qui veulent utiliser un plan incliné ont aussi la chance de le faire en utilisant cette stratégie-là ou cet outil-là. Et là, à ce moment-là, elle dit, tu vas voir, elle dit, ça va être beaucoup plus facile de le mettre en application en salle de classe. Donc, quand on est en mesure d'ouvrir l'adaptation et de l'offrir à tout le monde, bien là, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est universel pour tout le monde. Et là, à ce moment-là, bien, même si c'est spécialisé et personnalisé pour un élève, bien, ça facilite l'intégration et l'utilisation. Ça va pour le profil CST Basse Vision? Fait que nécessairement, ce que c'est le même principe, on aurait dû se baser en premier lieu sur nos données de spécialistes. Et souvent, les données de spécialistes, ça va être au niveau de la vision. Hein. Fait ça ne sera pas juste l'optométriste, ça va être beaucoup plus loin que ça. Là. Donc, des fois, ça peut être l'ophtalmo et d'autres. Mais on va avoir vraiment des billets médicaux qui vont nous exprimer effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau de la condition visuelle. Maintenant, je vous présente un profil pour un élève avec handicap physique. Et là, celui que je vous présente, c'est un élève où l'handicap physique était visible à l'œil nu. C'est-à-dire que mon élève avait des besoins de mobilité et en motricité globale et fine et était en chaise roulante. Le profil cognitif, c'est un élève, si vous voyez au niveau des forces, très fort académiquement. Fait que ses besoins quotidiens, je ne veux pas les diminuer, mais ses besoins quotidiens étaient comme seulement au niveau de la mobilité puis de l'accessibilité de l'environnement. OK? Sachez que des élèves identifiés sous handicap physique, on peut avoir différents profils. Et dans certains cas, on va voir
la condition comme visuellement à l'œil nu, mais dans d'autres cas, on pourrait ne pas l'avoir. Et ça pourrait être une condition qui est plutôt, je veux dire, interne, et donc au niveau développemental, et qui pourrait aussi avoir un effet au niveau neurologique. Donc, je vais vous donner un exemple. Non, pas le diabète. Le diabète n'est pas un handicap physique. Fait que le diabète, en fait, on n'aurait jamais un PEI pour un diabète. On aurait un plan de soins. Donc, le diabète n'est pas la raison pour laquelle on aurait un PEI. Ça serait plutôt l'élève a un PEI pour autre chose, puis on l'inclut dans son PEI comme condition médicale. Mais habituellement, ça va plutôt dans les plans de soins, qui est un plan qui va indiquer exactement quoi faire. Les seuls cas d'élèves où est-ce que j'ai vraiment, mettons, si on rentre dans les conditions, là, comme si c'est très, très sévère au niveau du diabète et qu'on a besoin de faire, bon, comme si ça en est un exemple. La paralysie cérébrale, ça en est un autre exemple, OK? Mais la paralysie cérébrale, on pourrait le voir physiquement, mais ça va dépendre. Fait que ça va dépendre, encore une fois, du degré de sévérité, là. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que je vais vous donner un exemple concret. J'ai un cas d'élève qui, elle aussi, est rendue très adulte, mais voyez le parcours. Lorsqu'elle était née, tout était correct, était dans la norme, jusqu'à temps qu'elle soit en 5e année. En 5e année, elle a attrapé un virus. Et le virus a eu un effet comme, c'est pas un ACV, là, c'est vraiment un virus, mais je veux dire, comme je peux faire le parallèle au niveau des comportements observables au niveau de l'ACV. Elle a perdu complètement la mobilité, elle a perdu ses moyens de communication et ça a eu aussi un effet sur le développement comme neurologique où elle a un petit peu atteint un plateau. Donc, ça a été, pouvez-vous imaginer, là, comme, même j'ai enseigné à cette cohorte-là d'élèves qui étaient ses amis quand les élèves étaient en 7 et 8, puis c'est encore un deuil, là. Parce que d'autres, ils se rappellent avoir été à la fête d'enfants de l'élève, puis d'être par partie intégrante. Mais là, présentement, c'est plus ça, là. Comme plus de moyens de communication, a besoin de 2 adultes pour se déplacer. Et au niveau des apprentissages, a vraiment fait un plateau comme à peu près au niveau de la 4e, 5e année. Puis même, selon des journées, ça allait en régressant. Mais visuellement, l'handicap, on ne le voit pas. Elle n'est pas en chaise roulante, comme elle n'a rien, comme c'est vraiment tout interne. C'est des choses que. Mais au niveau de l'identification, c'est une identification qui est sous l'ordre physique, handicap physique. Fait que voyez-vous la nuance? Fait que c'est pour ça que je vous dis que même à ce niveau-là, il y a un spectre au niveau des profils qui peuvent être identifiés avec handicap physique. Mais tu sais, au niveau de l'épilepsie et du diabète, le diabète, c'est comme c'est pas la raison pour laquelle on aurait un PEI, à moins de cas très, très, très sévères où est-ce que l'élève doit être toujours accompagné en tout temps pour sa sécurité, mais même encore, ça rentrerait plus dans le plan de soins puis dans le plan de sécurité. Fait que ça va dépendre de la façon, je ne veux pas dire non, Marie-Claude, mais je vais plutôt vous dire ça va dépendre de la façon dont votre conseil scolaire traite l'information. Au niveau de l'épilepsie, qui est un autre cas, je vous dirais que la majorité des cas que j'ai vus dans ma carrière, c'était des cas qu'on avait un plan de soins puis un plan de sécurité en marche. Et il y a certains cas où l'épilepsie était tellement sévère qu'elle avait un impact sur l'apprentissage. Et là, dans ces cas-là, là, l'élève avait vraiment un PEI. OK? Fait que ça va vraiment dépendre au niveau des profils, puis encore une fois, au niveau de la façon dont votre conseil scolaire traite l'information. Oui, Marc-Claude? Oui, je m'excuse encore. Donc, je sais qu'on n'est pas supposé de prendre des exemples personnels, mais avec ce que j'ai compris, l'élève qui avait justement à s'absenter souvent parce qu'il y avait des épisodes, puis il devait rester à la maison. Donc là, c'était pas le diabète, là, c'était autre chose, là. Mais encore une fois, lui, il avait un PEI à cause il y avait tellement souvent de retard que veut pas, ça l'affectait ses apprentissages. Donc là, dans ce cas-là, oui, il y a peut-être un plan de soins qui était accompagné, mais pour Mais son ça autre va dépendre de la maladie. permanence Ouais, de la situation. Parce que, par OK. exemple, on pourrait avoir un même profil élève qui a fait une commotion cérébrale.
Exactement. Ou une et que plus grosse. et que Oui, c'est oui, temporaire, c'est à court oui, terme, mais à ce oui. moment-là, on n'aura pas de PEI. Non, c'est On va ça. simplement devoir mettre les adaptations en place, Si c'est comme une les maladie accommodements. chronique, là, C'est ça ça. pourrait. Et là, OK, dès qu'on a OK. un effet plutôt de permanence, c'est là qu'on va aller juger si effectivement oui ou non, c'est un cas pour qui on devrait effectivement élaborer un PEI. Merci. Avec plaisir. Donc, voilà un peu. Fait que c'est pour ça que lui, comme cet élève-là est en chaise roulante, le profil que je vous présente, puis il y a même une chaise roulante comme un peu avec à roue inclinée en situation d'éducation physique. Et ce qui était vraiment le fun, c'est que on était au secondaire, et ce qui était vraiment le fun, c'est que le prof d'éducation physique a vu l'opportunité de dire: Ah, euh, je m'excuse, je vais faire, j'arrête. Thierry Faucou, est-ce que vous pouvez vous. Est-ce qu'on peut m'indiquer qui est Thierry Faucou? Euh, Madame Agnès, c'est moi, je me suis tout à Qui l'heure, est j'étais vous? connectée, ça m'a C'est qui moi? déconnecté. C'est Daria, OK, Daria. merci. OK, J'essaie de c'est me Daria. reconnecter, je vais changer. Non, il Oui, n'y a pas de désolée. souci. Ça ne me dérange pas que vous restez sous le nom de Thierry tant aussi longtemps que je sais qui est Thierry, qui est la personne derrière Thierry. Je m'excuse. D'accord, d'accord. OK. Merci. Donc, le prof d'éduc a vu une opportunité. Il y avait un espèce de centre comme de conditionnement physique près de l'école, mais spécifiquement adapté, et a amené toute la classe de l'élève à aller jouer au basketball en chaise roulante. Et là, je peux vous dire que l'élève qui était en chaise roulante, il était-tu en train de... Ah! Hein? Vous pensez que c'est facile, hein? Ah! Alors là, ça a comme retourné un petit peu l'envers de la médaille, puis plus qu'on a plus compris un petit peu qu'est-ce qui était vécu au quotidien chez l'élève, là. Donc, ça a été une expérience qui a été enrichissante pour vraiment tout le monde, là. Fait que c'est des choses que, effectivement, des fois, avoir le revers, puis dire, vous me trouvez peut-être pas habile présentement, mais on va retourner la situation de l'autre côté, puis on va aller voir si, comment vous trouvez ça, parce que la coordination est complètement différente, là. Ah, fantastique, Euphrasie. Donc, est-ce que ça va au niveau du profil d'un élève avec handicap physique? Fantastique. Euh, Stratégie gagnante et pratique à considérer, bien, la première chose, c'est que on veut toujours maximiser l'utilisation de l'équipement spécialisé, que ce soit en CCT basse vision avec un handicap physique. Il faut nous assurer que l'environnement et le matériel est accessible et sécuritaire pour tout le monde. Mais ça va. Mais quand on y pense, on est même régi par la loi de l'éducation pour le faire, parce qu'on doit s'assurer de la sécurité et de l'accessibilité pour tous, et avec la loi sur l'accessibilité. Au niveau de la cécité basse vision, il va y avoir des stratégies, des recommandations qui vont être faites notamment par des consultants experts pour vous donner des pistes afin de tirer le maximum de la vision résiduelle. Parce que, effectivement, en mettant les stratégies en place, on peut faciliter l'accès à l'information visuelle. Donc là, on a parlé d'équipements spécialisés tantôt, puis ma prochaine diapositive, je vais vous montrer plein de genres d'équipements qu'on pourrait voir. Mais tu sais, des fois, juste de penser au fait qu'on n'utilise pas du papier blanc, parce que le papier blanc est très, la lumière reflète, donc on va souvent utiliser des couleurs mates et plutôt beige-ish, puis il vous donne exactement le numéro de la couleur à utiliser selon le profil de l'élève. Et donc, et aussi, ben, on l'a vu aussi, ben, comme tu fait partie avec moi en surdité, on l'a un petit peu vu aussi quand on avait regardé des vidéos qui expliquaient c'était quoi la surdité. Puis on voit que les personnes qui ont un sens qui est, je vais plutôt dire déficitaire, vont aussi beaucoup s'appuyer sur tous leurs autres sens pour apprendre. Et c'est pour ça que l'approche multimodale est hyper importante. Et donc, il faut aller voir les façons qu'on peut utiliser tous les sens pour favoriser leur développement. Et encore une fois, que, euh, c'est là que l'équipe du CCJL peut être en appui. Si l'élève est suivi à l'extérieur en ergothérapie, ça va être aussi un exemple de porte d'entrée pour aller voir comment est-ce qu'on peut euh, mieux encadrer là, et mieux encadrer et diriger les apprentissages pour que ce soit accessible pour l'élève. Ça va pour ça? Autre chose, n'oubliez pas que ces troubles pourraient être combinés
avec un ou d'autres troubles provenant de d'autres anomalies. Et alors, à ce moment-là, ça va devenir une co-occurrence, donc la présence de plus d'un trouble ou diagnostic. L'élève serait identifié sur une anomalie multiple. Il va falloir vraiment considérer aussi tous les autres troubles, la présence de ces autres troubles dans la co-occurrence au niveau du profil complexe. Oui, Myriam, c'est un excellent exemple. Donc, en surdicécité avec un polyhandicap, on va beaucoup utiliser l'odorat, par exemple. Absolument. Donc, voici des exemples d'équipements spécialisés pour des élèves ayant une basse vision. Donc, on a tout ce qui nous permet d'aller, tous les dispositifs d'agrandissement, loupe, caméra. Et maintenant, on a les ordinateurs qui ont des logiciels spécifiques qui peuvent le faire directement sur l'ordinateur. Donc, on peut aussi avoir d'un ordinateur et des logiciels ou même un clavier à plus grande impression. Donc, le clavier est plus grand, l'écran est plus grand également. Tout ce qui a trait au niveau de l'équipement adapté, incliné, réglable pour encore une fois travailler la posture. On a des élèves qui pourraient être aussi intégrés en classe régulière, mais être en train d'apprendre le braille. Et non, vous n'êtes pas la personne pédagogue qui va enseigner le braille. Ils vont avoir un enseignant de braille qui va les accompagner, qui est qualifié, là. Et dans mon conseil scolaire, on a en fait des jumelles qui sont au secondaire, qui réussissent très bien leur cours à crédit et ils sont aussi en train qu'on utilise le braille, là. Et ils ont eu beaucoup d'appui aussi avec le CCJL. Mais là, ils sont revenus en salle de classe régulière, là. Puis ça drive. Ça drive, là. Oh, tassez-vous de là. Elles se connaissent, elles connaissent leurs besoins, elles les expriment. Puis quand ils n'aiment pas quelque chose, là, elles ne passent pas par quatre chemins pour vous le dire. Comme ça bouge. Puis ça, c'est pas. Moi, je le prends comme moi, je le prends en riant parce que c'est ça qu'on veut. Comme on veut qu'elle soit autonome dans la vie puis dire Hey! Il y a des moyens pour le dire, on est d'accord. Des fois, être trop direct, c'est pas assez, mais comme là, c'est là qu'on travaille la nuance, mais au moins, ils sont autonomes, elles se connaissent, puis on y va par là. Donc, et dans d'autres cas, on pourrait avoir comme tout ce qui a trait aux traducteurs vocaux de symboles ou de lettres et également les fameuses bandes de lecture ou filtres de couleurs. Donc, pour certains élèves, ça fonctionne bien, pour d'autres, non. Donc, il faut aussi considérer ceci. Est-ce que ça va au niveau de l'équipement et des profils? Fantastico. Alors, rapidement, j'aurais pu en parler à tout moment, mais j'aimerais quand même faire un retour sur une autre section du PEI qui est quand même importante et qui est obligatoire, en fait, c'est la section du plan de transition. On est régi par une NPP qui est la NPP 156 et qui nous dit qu'un plan de transition doit être élaboré pour tout élève qui bénéficie d'un PEI, voyons, ça change tout ça, j'aime bien ça, que le PEI soit identifié ou non par un CIPR. Donc, en début d'année scolaire, quand on va faire la révision annuelle d'un élève qui a déjà eu un PEI l'année scolaire précédente, on va devoir, dès le début de l'année scolaire, réviser le plan de transition et le préparer dès le début de l'année scolaire en fonction de l'année scolaire prochaine. Et on est dans l'obligation de faire ceci. Tous les conseils scolaires le font, c'est vraiment une obligation ministérielle. Quand on parle de transition, il y a ce que moi j'appelle des macros, des grandes transitions et des micro-transitions. Je vais juste mettre un bémol parce que des fois, quand j'utilise comme je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, dans le sens où une micro-transition pourrait être vécue très difficilement au quotidien pour des élèves. Fait que je ne suis pas en train de dire que parce que les micros, que la sévérité de la transition n'est pas importante. Le micro, c'est plutôt plutôt le déplacement qui se passe. Parce que pour moi, une macro, c'est qu'on passe d'une école à l'autre. Ça, c'est une grande transition. Tandis qu'une micro-transition pourrait se vivre à même la classe. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, la nuance au niveau que c'est pas, comme je ne mets pas l'accent, le micro-macro ne met pas l'accent sur la gravité ou l'importance. Je ne suis pas en train de diminuer le fait que la routine en salle de classe n'est pas importante, là. C'est juste le déplacement, si vous voulez, là. OK, parfait. Donc, pour moi, une macro, ben, l'entrée à l'école. Tu passes de la maison à l'école. Ça, c'est une macro.
Le passage d'année scolaire à une autre. Ah non, c'est pas vrai, on va recommencer. Macro, l'entrée à l'école, un changement d'école, le passage de l'école élémentaire, intermédiaire à secondaire, la transition de l'école secondaire aux études postsecondaires, au travail ou à l'intégration communautaire. Et par exemple, la transition entre l'école et des organismes communautaires et des établissements externes également, parce qu'on a peut-être des élèves des fois qui vont être aussi placés en clinique, etc. Fait que Euphrasy, c'est pas une question de distance, fait que je n'irai pas voir le kilométrage parce que les écoles pourraient être d'un côté de l'autre, puis ça soit très proche. Puis même des fois, on a une école secondaire avec l'école intermédiaire ou l'école élémentaire qui est annexée dans la même école, puis ça va être quand même une macro, là. Fait que c'est juste le fait de... C'est le passage qui est plus important comme parce qu'on est vraiment en train de changer d'un grand contexte. C'est plutôt comme ça que je le verrais. Tandis que pour moi, une micro-transition, mais c'est tout ce qui se passe au niveau, comme par exemple la transition entre diverses activités, divers contextes en salle de classe. Le passage d'année scolaire à une autre, c'est une transition qui est importante, mais on reste dans la même école. On est vraiment en train, on change de contexte, mais on reste dans la même école. OK? Fait que c'est un petit peu ça. Puis si c'est trop compliqué pour vous, mon macro, micro, là, faites juste utiliser transition, puis c'est bien correct, là, parce qu'en fait, le mot, c'est transition. OK? Donc, quand on est en train de préparer un plan de transition, fait que ça va un peu pour les contextes de transition. OK. Quand on est en train de préparer un plan de transition, on a 4 éléments à considérer qu'on devrait absolument voir dans un plan de transition. Premier élément, le but axé sur les besoins de l'élève. Pour ce but-là, il y a des mesures concrètes. Pour ces mesures concrètes-là, il va y avoir des personnes responsables et des échéanciers à respecter. Et le plan de transition, même si on le développe en début d'année scolaire, ce n'est pas coulé dans le béton, là. Si on voit qu'on a des ajustements à faire, bien, on peut les faire en cours de route. Mais absolument, en début d'année scolaire, on doit en avoir un. Est-ce que ça va pour ça? Donc ici, je vous montre un exemple très simple, très courant qu'on pourrait voir dans un plan de transition. Mon but serait d'assurer une transition harmonieuse de la 6e à la 7e année. Fait que là, je suis en septembre, mon élève est en 6, je sais que l'année prochaine, en 2027, 2028, il va être en 7. Donc, je suis déjà en train de préparer cette transition-là. Alors, on va s'assurer comme mesure que l'élève aille visiter l'école. Et là, regardez, mes échéances sont vraiment plus loin, ne sont pas proches, sont vraiment pour l'année suivante. Présenter, dans certains cas, on va peut-être même vouloir présenter à l'avance l'enseignant titulaire, comme la personne qui va être responsable, le pont qui va être responsable de faciliter la transition. De préparer la liste de stratégies gagnantes, parce que oui, elles sont écrites dans le PEI, mais des fois, on a toujours un petit joker dans notre poche en disant oui, il n'est pas dans le PEI, mais ça fonctionne super bien, cette stratégie-là. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on se doit de préparer à l'université ce qu'on a mis en place pour aussi démontrer que ça facilite vraiment le bien-être de l'élève. Et on va aller partager toutes nos listes de stratégies avec l'équipe de la nouvelle école. Et là, selon les mesures, vous allez voir que les personnes responsables vont changer. Des fois, c'est les parents, des fois, c'est l'enseignant en éducation spécialisée, des fois, c'est la personne enseignante titulaire et aussi la direction dans certains cas. Est-ce que ça va pour ça? Exactement, Isabelle. Bien, en fait, Shona, là, ça, c'est encore une fois une discussion à avoir en équipe école. Donc, techniquement, il faut se dire aussi que dès la première journée d'école, le PEI n'est pas révisé, il est en processus de révision. Dans certains conseils scolaires, ça va être l'enseignant titulaire. Parce qu'en fait, la réalité de ça, c'est que c'est techniquement, quand on regarde au niveau des rôles des intervenants, l'élaboration du PEI, croyez-le ou non, le rôle, comme cette responsabilité-là de l'élaborer le PEI, là, en fait, ce n'est pas l'enseignant en éducation spécialisée qui l'a. C'est l'enseignant titulaire. Et l'enseignant en éducation spécialisée doit aider dans la doit collaborer dans l'élaboration. Souvent, la pratique est inversée. Okay? C'est-à-dire que ça va être comme le retour va être donné à l'enseignant en éducation spécialisée qui va recevoir tous les PEI et qui va faire l'élaboration des PEI. Et là, à ce moment-là, c'est votre responsabilité en tant qu'enseignant titulaire d'aller faire le pont avec l'enseignant en éducation spécialisée pour dire « Hey, est-ce qu'on a reçu la copie? Est-ce que je peux avoir une idée de? Peux-tu me donner certaines informations? »
Mais sachez qu'avec le logiciel, je n'aimerais pas le nom, je niaise, là, mais qu'avec Aspen, il y a aussi des façons pour les enseignants titulaires d'aller voir, d'aller consulter la copie à l'écran également. Fait que ça, c'est à vous de vous informer aussi en tant que personne enseignante. L'autre chose, quand on est en 7e année, par exemple, il faut penser aussi que tous les DSO scolaires proviennent d'écoles nourricières. Donc, il faut vraiment aller voir aussi. Il faut vraiment penser qu'il y a une transition à faire parce que là, c'est les secrétaires des écoles nourricières qui préparent toutes ces boîtes-là de DSO et qui envoient le tout. Fait qu'on n'a pas toute l'information dès le départ. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut laisser un temps. Ça va? Exact. Donc, si c'est dans l'école, il devrait y avoir une copie dans le DSO. Janelle, tu as tout à fait raison, mais dans la transition de la 6 vers la 7, quand on change d'école, ça se pourrait fort bien que la copie ne soit pas disponible rapidement. Mélanie, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que c'était pour une intervention? Non. OK. Je veux juste te dire, désolé, mon ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça l'a fait la semaine passée aussi, ça débranche, ça se déconnecte souvent. Alors là, je sens l'énervement dans la voix. Fait que le non n'était pas dirigé à moi, mais plutôt à l'ordinateur. Oui, c'est ça. Je suis frustrée. OK, c'est bon. J'étais pas dire merde. J'étais comme OK. C'est bon, écoute, on prend ça comme ça vient, Mélanie, puis il y a toujours des ajustements aux besoins, puis des pistes de l'appui que je peux offrir si jamais. Je ne peux pas aller réparer ton ordinateur, là, ça, je ne peux pas me rendre, là, mais au moins, on a des plans B au besoin. Est-ce que ça va au niveau du plan de transition? Exactement, Natacha. Donc, sachez que il y a une section complète au niveau des ressources que vous pouvez voir dans la section ministérielle. Il y a les précisions qui sont données au niveau des sections C et E du guide d'éducation spécialisée. Et si vous faites une recherche dans la barre d'outils de TA à l'école et que vous écrivez le mot transition, il y a plein de documentation également qui est disponible sur TA à l'école. Il est 10 heures, c'est correct, j'arrive juste à temps pour vous expliquer l'activité de synthèse, puis on s'assurera de prendre une brève pause. Puis donc, pendant la pause, vous allez avoir la chance de vous connecter à votre équipe. Ça vous va? Vous êtes toujours avec moi? C'est bon. Alors, selon les notions abordées dans le cadre du cours, vous allez devoir ressortir les pratiques gagnantes et les pistes à retenir pour chacune des sections du PEI mentionnées dans le document que vous allez avoir. Et donc, ce qu'on veut voir, c'est comme si vous êtes en train de vous préparer une feuille référentielle. Donc, quand, par exemple, je vais vous donner un exemple dans une des sections, vous allez voir force et besoins. Alors, quelles sont les stratégies et pratiques qu'on doit considérer pour élaborer de bonnes forces et besoins? Quelles sont les stratégies et pratiques et éléments à considérer? J'aimerais ça, s'il vous plaît, juste que je finisse d'expliquer avant qu'on se lance dans les questions. Là, si vous avez la main levée, s'il vous plaît, faites juste patienter parce que je veux vraiment passer à travers tout ce que je veux dire. Quelles sont les pistes et interventions ou réflexions à considérer quand on élabore des adaptations? Au niveau des buts, la formulation d'un but, d'attente, de stratégie pédagogique, de méthode d'évaluation. Voyez-vous qu'on est en train de revenir un peu sur tous les propos qu'on a vus dans le cadre de notre cours. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Ensuite, pour chaque participant, je veux vraiment une section. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être un paragraphe, ça dépend comment vous vous sentez avec ça. Je veux que vous m'incluiez vos aha moments. C'est le moment, le message qui vous a interpellé dans le cours QA Éducation partie 2, puis vous avez fait non, ça, là, ça m'a marqué, puis ça, je vais toujours y penser. Ça, c'est votre moment, c'est votre stratégie coup de cœur ou un message qui vous a marqué. Et ça, je veux le voir pour chaque participant. Et dans la mise en commun, on ne le fera pas en grand groupe. En fait, ce qui va arriver,
c'est que dès que que je vais vous dire go, vous allez prendre une pause, vous allez passer à votre petit groupe. Nous ne reviendrons pas en grand groupe. Fait que vous allez terminer en petit groupe le cours. OK? Et donc, vous allez faire cette activité-là. Probablement que vous n'aurez pas le temps pour le document collaboratif, mais je vous mets quand même par équipe, je vous ai mis une section à considérer pour aller alimenter notre document collaboratif. Par exemple, vous êtes dans l'équipe de Véronique. Véronique est avec Anne. Anne est une machine à tape tout en 3 secondes et quart. Vous avez beaucoup de temps qui vous reste, puis moi, je ne suis pas prête à aller faire votre rétroaction parce que je suis en train d'être dans l'équipe d'Iman pour lui donner de l'information. Mais en attendant, vous pouvez commencer à aller voir, selon votre équipe, la section du document collaboratif à compléter. Est-ce que ça vous va comme fonctionnement? OK. Donc, les équipes ont été changées. Le lien est comme on fonctionne encore avec un Padlet. Et c'est dans cette activité-là aussi que je vais, dans le meilleur des mondes, vous demander, je dois sentir votre présence et je dois sentir aussi que tout le monde participe à la tâche. Donc, soit que vous vous séparez le travail, comme vous pouvez vous séparer des sections, puis après ça, vous revenez, puis vous révisez chacune de vos sections. Mais je dois sentir que tout le monde est à la tâche et je dois sentir que tout le monde a collaboré dans cet élément-là, dans cette activité-là. Et pour faciliter le tout, c'est pour ça que je demande que la caméra soit ouverte en tout temps si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on va s'assurer qu'il y ait d'autres moyens. Par exemple, pour la bande passante, ça ne fonctionne pas, mais qu'on sente que votre présence est là aussi. OK? Dans le Padlet, vous allez retrouver votre équipe, le lien pour se connecter, et en dessous, chaque équipe, mais fiez-vous pas au numéro là, ça n'a pas rapport. Quand vous allez l'avoir, vous allez ouvrir le document, vous allez voir que c'est la bonne équipe. OK? Donc, si par exemple, je prends l'équipe 1, je clique, je vous ai préparé comme des diapositives que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais vous allez voir que les sections sont là. Donc, pour chacune des sections du PEI, indiquez les pratiques gagnantes ou les pistes à en retenir pour qu'elles soient élaborées de façon appropriée. Voici les sections à inclure. Force et besoins, adaptation, but, attente, stratégie d'enseignement et méthode d'évaluation. C'est beau? Et une section inclut des pratiques gagnantes, stratégie coup de cœur par participant. Fait que moi, j'ai accès à tous vos PowerPoints. Je vais avoir accès également à votre clavardage de chaque équipe. Je vais circuler également. Et s'il y a quoi que ce soit, vous allez pouvoir me contacter également par équipe. Et dans notre PowerPoint du cours, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis une petite vidéo de Shelley Moore, si vous la connaissez. Elle parle beaucoup d'inclusion, puis je trouve que c'est vraiment, on voit l'évolution de l'inclusion. La vidéo est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Alors, si ça vous tente d'aller la voir, elle est à votre disposition. Et votre billet de sortie. Donc, une fois que vous allez avoir terminé votre activité, vous allez m'écrire par clavardage, je vais vous donner la rétroaction live dans le cours, comme dans votre petit groupe. OK? Et comme billet de sortie, vous allez devoir compléter le sondage de satisfaction. Et à la suite de ceci, ben, merci pour tout. Ça a été vraiment un charme de vous rencontrer. Puis je vous ferai mes au revoir individuels par petits groupes, mais on va pouvoir célébrer en petits groupes. Fait que vous n'aurez pas besoin de vous reconnecter au grand groupe. Est-ce que, Shona, j'ai répondu à tes questions? Ah, voilà. OK, c'est bon. Alors, je vous invite maintenant, je vais aller représenter les équipes. Là. Donc, équipe 1, Guy Magloire, Myriam P, David, Alexis et Sherry là, dans l'équipe 1. Marie-Claude, on verra peut-être ça à la fin complètement. Donc, on va commencer par finir l'activité de synthèse, puis je prendrai du temps avec toi plus tard. Kofi, Mélanie, Daria, Bétiane et Marc-Claude, vous êtes dans l'équipe 2. Cynthia, Jean-Claude, Isabelle R, Janelle et Euphrasie, équipe 3. Justine, Isabelle D, Stéphanie, Célina et Myriam B, équipe 4. Anne, Potamienne, Gabrielle, Charlotte, Natacha, équipe 5. Danick, Marie, Nicole, Iman, Véronique et Shona, équipe 6. Donc, il est 10h07. Je vous dirais que vous allez avoir
Si on prend une pause puis qu'on revient à 10h17, vous avez quand même 1h15 à peu près là, pour faire la tâche. Vous allez avoir suffisamment de temps. On est d'accord avec ça? Alors, je vous demande d'aller, on va prendre la pause, mais pendant la pause, commencez déjà à aller vous connecter pour que je m'assure que tout le monde à 10h17, boum, vous êtes prêts à commencer la tâche. C'est beau? Donc, bonne connexion tout le monde. Et je remets le lien au besoin. C'est cute, Stéphanie. Bye, grand groupe! Je vais arrêter l'enregistrement.